Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'association des anciens gardes victimes des conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger a procédé ce matin à son siège au stade municipal de Niamey à une remise de dons aux veuves et orphelins de leurs regrettés compagnons d'armes. Une assistance qui rentre dans le cadre des objectifs assignés de cette association. Le compte rendu avec Adam Soumana et Sadoudoun. Loin des yeux, mais près du cœur, c'est cette expression qui traduisent les anciens gardes nationaux à l'attention de leurs frères d'armes tombés au champ d'honneur à travers ce don offert à leurs veuves et orphelins. Un geste combien louable qui n'est pas le premier à l'actif de l'association des anciens gardes, victimes des conflits armés, veuves et orphelins de la garde nationale du Niger. Nous avons comme devise union, participation et solidarité. D'habitude on dit l'union fait la force. Pour cette union-là, pour cette participation-là, on aide ces familles-là. C'est-à-dire que l'opération que nous allons faire aujourd'hui là n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on fait aussi en cas de grave maladie, en cas de décès tout de suite, on fait des gestes à l'endroit de la famille pour un peu les soulager. Donc ici, comme d'habitude, chaque année, on distribue du riz aux femmes veuves des retraités et des anciens gardes qui sont décédés. C'est ça aujourd'hui l'objectif de notre réunion ici là. Et je pense que c'est un acte de solidarité et que nous prions le bon Dieu pour nous aider dans cette œuvre sociale. Au président de cette association de poursuivre son intervention en lançant cet appel. Nous avons des veuves et des orphelins. Alors vraiment, nous lançons un cri de cœur aux organisations humanitaires pour aider les femmes veuves et les orphelins. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelque chose pour les orphelins parce qu'on a déposé jusqu'à 20 dossiers au niveau de la Carénie pour les orphelins. Mais ça ne suffit pas. Donc c'est pourquoi je saisis cette occasion-là pour vraiment lancer un vibrant appel là, à l'endroit des œuvres humanitaires pour aider ces veuves-là et les orphelins. A noter que les veuves et orphelins de ce corps résidant à Niamey ne sont pas les seuls à bénéficier de cet acte de bienfaisance qui a concerné l'ensemble des 8 régions au grand bonheur des bénéficiaires. Ouverture ce matin au restaurant Arc-en-Ciel de Niamey de l'atelier de validation des guides révisés d'élaboration du plan communal de développement PDC, du plan annuel d'investissement PIA et du guide de suivi et de l'évaluation du PDC. Cet atelier est organisé par le ministère de l'Aménagement du Territoire avec le soutien du projet USAID Chiga. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Cheibou Guissou. Il s'agira pour les participants à cette activité, fruit d'une collaboration fructueuse entre l'USAID et le ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, de procéder à la validation de 3 documents qui vont leur permettre d'avoir accès aux informations gouvernementales et d'être dotés des compétences nécessaires afin de les utiliser pour devenir des partenaires constructifs dans l'élaboration des politiques du Niger. Cet atelier de validation passera en revue de 3 documents, à savoir le guide du plan communal de développement, ou PDC, le guide du plan annuel d'investissement, ou le PIA, et le guide de suivi et évaluation du PDC. Notre projet Voie humaine de la gouvernance du Sahel, ou CHIGA, financé par l'USAID, augmente l'engagement entre les citoyens et les institutions gouvernementales. Ce projet fait partie de l'investissement annuel de l'USAID au Niger qui s'élève à environ 200 millions de dollars américains dans le développement
et l'assistance humanitaire. En 2020, l'USAID a choisi l'intégration de cette approche dans leur directive du PDC comme une réforme prioritaire en collaboration avec SHIGA, le projet de l'USAID pour la résilience Terre aux Vies et le ministère. Le ministère du Développement communautaire a joué un rôle du premier plan dans ce processus. Ils ont partagé qu'ils prévoyaient déjà de réviser ce guide de PDC en 2021 et ils ont demandé l'aide de SHIGA. L'engagement du Niger était clair. Tout au long des multiples étapes de ce processus, de l'atelier initial en 2020 à la création d'un groupe de travail, et la formation pour ce groupe de travail l'année dernière, pour nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. Cette démarche du ministère procède de la logique du renforcement des capacités des communes et s'inscrit dans le cadre du programme de naissance Acte 3 du Niger, a rappelé le ministre avant de remercier ses partenaires qui l'accompagnent. Je voudrais exprimer nos sincères remerciements au nom du gouvernement, aux partenaires qui nous ont jusqu'à là accompagnés dans l'élaboration ou la mise à jour des outils de planification communale. Je citerai particulièrement l'USAID qui, à travers le projet SHIGA exécuté par l'ONG PSVC, qui a financé le présent processus de révision des guides de planification, programmation, suivi et évaluation, l'UNICEF et la coopération allemande qui ont appuyé l'actualisation du guide en 2021 et 2015, la Banque mondiale qui nous a appuyé également dans l'élaboration du premier guide d'élaboration des PDC en 2006, ainsi que le PNUD qui a soutenu l'élaboration des guides de suivi et évaluation des PDC et tous les autres partenaires qui nous ont appuyés. Il faut noter que les guides révisés qui seront présentés au cours de cet atelier ont été élaborés par un expert sous la supervision d'un comité ad hoc qui regroupe les ministères sectoriels, les institutions nationales, les organisations faîtières, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers. Collaboration des projets et programmes sous financement de l'USAID pour réduire la vulnérabilité des communautés dans la région de Maradi. C'est pour promouvoir cette synergie des projets et programmes de résilience que le projet Sahel Collaboration et Communication a organisé une mission pour aller à la découverte de ces réalisations au profit des communautés vulnérables. Les détails avec Hamza Sakou. Situés dans la commune de Guidan-Rumji, région de Maradi, les villages de Tambarawa et Kumbula ont reçu la visite du consortium Hamzari et Terre aux Vies, financé par l'USAID pour accroître la sécurité alimentaire et la résilience des groupes vulnérables, de la construction des points d'eau potable et de l'arrosage de jardins productifs, en passant par la banque céréalière, sont entre autres réalisations faites au grand bonheur des bénéficiaires. Avant l'avènement de Hamzari, l'approvisionnement en eau se faisait au puits, après des heures d'attente. Mais aujourd'hui, en 5 minutes, on est ravitaillé en eau potable grâce à Hamzari. Avec l'arrivée de l'eau, vraiment, nous sommes vraiment très fiers et très réconfortés parce que là, ça nous permet aussi de multiplier davantage notre pratique d'hygiène dans notre établissement. Lokacin da programme Hamzari ta shigo aiki, sa'annan muna da yake maka mu kalilan ga hannu. Nous avions peu de stock en céréales, mais avec l'arrivée de Hamzari, notre stock s'est agrandi avec une subvention à hauteur de 400 000 francs, ce qui nous a permis de ravitailler la banque avec 1 tonne de céréales et actuellement nous sommes à 2 tonnes de stock. Pour ces populations, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable restent une priorité, en attestent ces comités de gestion de ces joyaux. Au niveau du village, là où nous avons eu des ouvrages comme celle de Tambarawa, l'organisation c'est de mettre en place les fontainiers qui vont s'occuper de la vente de l'eau. À la fin de chaque mois, on fait le recouvrement, on leur paye leur 10% comme rémunération et les restants,
est répartie en deux parts. La première, c'est la part du délégataire qui va lui permettre de prendre en charge toutes les charges de l'exploitation. La deuxième part, c'est la part de la collectivité territoriale, c'est-à-dire la mairie. Elle a été aussi subdivisée en deux fonds. Il y a le fonds de renouvellement et extension et il y a le fonds SEMIA. Une banque céréalière qui est gérée par un réseau de 7 groupements MMD. MMD, c'est Matama Soudoubara, dans le cadre du renforcement du stock céréalier du village pour leur permettre d'appuyer les ménages extrêmement vulnérables pendant la période de soudure. Les responsables administratifs ne sont pas restés insensibles à ces actions de bienfaisance. Je tiens ici à préciser dans le cadre de cette mission, c'est une sorte de synergie d'action. Hamzari et Terovi, généralement en termes de réalisation, en partie c'est Hamzari qui prend toutes les questions de réalisation. Et pour les structures de gestion, c'est Terovi. Donc je tiens ici à préciser que les structures de gestion, c'est Terovi qui assure la formation de ces dernières. Et je vais aussi apporter une motion de remerciement à l'égard de ces projets SAID, notamment Hamzari et Winrock, parce que toutes les questions qui sont en train de mener, c'est pour le bien-être de nos communautés. Très satisfaites de ces réalisations, les populations ont été une fois de plus rassurées par les projets Hamzari et Terre Ovi de leur engagement pour le développement de leur localité. Déclaration ce matin au siège du SINASEP de la dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation des EFA. Il s'était agi pour cette dynamique à travers cette sortie de déplorer le non-respect de certains engagements pris par le gouvernement à leur regard il y a quelques mois de cela. Boubacar Ibrahim et Ali Doubrema pour le compte-rendu. Festiger le non-respect de certains engagements pris lors d'un protocole d'accord portant ces 19 points signé avec le gouvernement il y a de cela quelques mois. Tel est l'objectif de cette sortie médiatique de la dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation des SEF. Il vous souviendra qu'après plusieurs semaines de négociations, un accord fut trouvé entre la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et le gouvernement à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, 2 mois après la signature de ces accords, l'on note une mauvaise foi manifeste de certains acteurs dans la mise en œuvre des engagements. Sinon, comment comprendre que malgré les instructions du président de la République et la lettre du Premier ministre, dans laquelle il demandait à tous les ministères concernés de prendre les dispositions nécessaires afin de garantir et rendre effectifs les engagements dans le respect des délais pris, qu'aucun acte ne soit pris dans ce sens. Malheureusement, la volonté du président de la République et du Premier ministre de maintenir un climat social apaisé et un partenariat sincère avec la dynamique semble buter à des comportements réfractaires de la part de certains responsables. Comme pour dire qu'il existe des super-ministres dans le gouvernement. Il ressort également de cette déclaration la non-application de certaines décisions, notamment la libéralisation de la bancarisation au profit des enseignants. À titre illustratif, le comité de suivi de la mise en œuvre du dit protocole n'est toujours pas mis en place. Le cadre qui doit prendre en charge la réhabilitation des agents nommés et les contractuels résiliés tarde à voir le jour. Les engagements tels que la libéralisation de la bancarisation des pécules des enseignants contractuels, dont l'échéance est arrivée à terme le 15 mars 2022, le paiement de la première tranche des arriérés de pécules des enseignants contractuels, dont l'échéance est arrivée à terme en fin mars 2022, le paiement des incidences financières et rappels salaires prévu intervenir la fin de chaque mois à compter de mars reste sans début d'exécution. À tous ces engagements non honorés, il faut ajouter le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique pour le secondaire et la formation professionnelle, ainsi que le plan de résorption des enseignants contractuels du primaire annoncé à grande pompe en Conseil des ministres reste encore sans suite. À noter qu'au cours toujours de cette déclaration, la dynamique a rassuré que si rien ne fait dans les tout prochains jours, elle envisagerait de passer à la vitesse supérieure. Il faut également rappeler qu'une prière a été dite à l'endroit de 20 enfants décédés le 13 avril 2021 dernier dans l'incendie de leur école au quartier Pays-Bas.
Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Niger a réuni hier après-midi les acteurs des organisations de la société civile, des médias et autres représentants de la CNDH et de la médiature pour échanger, mais aussi s'informer sur le rapport présenté par le Niger aux Nations Unies. Le résumé avec Hamza Sakou. Il y a 2 semaines de cela, le Niger a présenté son rapport au Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Objet de cette rencontre de dialogue entre la représentation du Haut Commissariat au Niger et les organisations de la société civile. Il y a eu des observations finales, il y a eu des constatations, il y a des recommandations qui ont été formulées à l'endroit de l'État du Niger. L'État du Niger a présenté son rapport dans lequel il a insisté sur les efforts qui sont mis en place, qui sont déployés pour respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme qui sont inscrits dans la Convention contre la disparition forcée, dûment ratifiée par le Niger. Donc à la suite de cela, il était question maintenant qu'on aille vers la presse, que la presse soit associée, que la société civile soit associée dans ce dialogue-là, ce qui est un dialogue constructif, pour qu'ensemble, l'État, la société civile, le médiateur de la République, la CNDH, les ONG, les organisations de la société civile, ensemble, travaillent pour ce dialogue-là. Après des échanges fructueux, les participants à cette réunion donnent leurs impressions. Nous sommes informés sur l'état des disparitions forcées au Niger qui ont 2 volets. Du point de vue des forces et défense sécurité qui étaient mises en cause et aussi les milices autodéfense qu'on appelle récemment les groupes armés non étatiques, c'est-à-dire un certain nombre de Nigériens étaient obligés de disparaître compte tenu de certaines contraintes ou c'est que des forces ont exercé sur lui. Nous avons suivi avec intérêt les recommandations faites à l'État du Niger après avoir présenté son rapport initial au niveau de Genève, et ce qui nous a permis d'avoir beaucoup d'informations sur la situation au Niger, et une situation qui est aggravée par non seulement la question de l'insécurité, mais également les problèmes économiques, sans compter aussi les arrestations arbitraires faites par les groupes non étatiques et aussi les FDS au niveau du Niger. Nous avons vu les recommandations faites à l'État du Niger qui étaient de mettre l'accent sur les enquêtes, sur le fait de rechercher également les personnes disparues et de le mettre en contact avec leurs familles. Aussi la question de la migration, la traite des personnes a été l'une des recommandations où on demande à l'État du Niger de légiférer sur la question de la traite des personnes. En tout cas, autant de questions sur lesquelles nous avons eu à échanger. Pour rappel, ce rapport a été présenté par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à la 22e session du comité contre les disparités forcées, où, après plusieurs recommandations et observations, le Niger présentera le 8 avril 2025 les dispositions finales de ce rapport. Un an après l'incendie de l'école à Pays-Bas dans le 4e arrondissement communal de Niamey qui a coûté la vie à 21 élèves, le studio Kalangu s'est rendu sur les lieux. Aujourd'hui, les élèves continuent leur cours dans de nouvelles classes construites en matériaux définitifs. Le reportage. Le mardi 13 avril 2021, un incendie ravageait les écoles du quartier Pays-Bas dans le 4e arrondissement de Niamey. Ce jour-là, le brasier a consumé plusieurs classes en paillotes dont l'une a brûlé avec presque tous ses occupants. Un drame dont se souvient encore Jibril Abdurrahman Samba, chef du quartier. Inona mataki sambu ana hayo sambuka ne imsege tanda hayo te ko dala tanda te ko ni umbu aseno ndi botama kutte fili o so wa te fili idunon kan ikogi kino zankai se iniye kino de so. Un an après ce drame, les rescapés ont rejoint de nouvelles salles de cours, une vingtaine construites par UNICEF Niger dans l'enceinte de l'école bilingue de Gamkale.
Cette relocalisation permet de décongestionner l'ancien établissement. Avec les responsables de l'inspection, on avait fait des décomptes pour décongestionner. Donc il y aura 1031 élèves qui seront sur ce niveau à partir de la classe de CE2. CE2, CM1, CM2. Les petits enfants, jardin préscolaire, CICP et CE1 restent là-bas. Mais à partir de CE2, on amène ici. Donc à partir de ces 1031 qu'on a exigé pouvoir se déplacer pour venir ici, on a fait les calculs à raison de 50 élèves par classe. Donc on a trouvé 20 classes. Mais quand on a fait notre requête, on a déposé à l'UNICEF, eux ils ont fait le calcul. À raison de 50 élèves, il va rester 36. Donc au lieu de 20 classes, ils ont construit 28 classes pour que les élèves soient à l'aise. En plus de ça, dans l'école qu'ils ont trouvée a bénéficié elle aussi de 5 nouvelles classes. Selon le chef de quartier Pays-Bas, certains parents sont réticents à envoyer leurs enfants dans ce nouvel établissement. C'est en fin janvier 2022 que les élèves se sont installés dans leur nouvelle école et poursuivent leurs cours. La rubrique chronique juridique dans cette édition porte sur le prêt, un thème abordé par Maître Alfred Emmanuel, juriste également président du Raza Presse. Très bonne réception. Le prêt est, si vous voulez, un contrat qui est beaucoup utilisé dans la société pour permettre aux uns et aux autres de disposer ou bien de jouir des choses d'une manière ou d'une autre. Donc c'est une action qui est prévue ou bien c'est un contrat qui est prévu par le Code civil. À ce sens, le prêt est défini comme un contrat par lequel l'une des parties, le prêteur, met à la disposition de l'autre, l'emprunteur, une chose pour son usage à charge de restitution. Donc le prêt, c'est ce contrat par lequel une personne met à la disposition de l'autre un bien à charge pour la dernière de restituer la chose. C'est le contrat de prêt. Au terme de l'article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commoda est un prêt ou bien est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir à charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Donc, nous sommes en face ici d'un contrat dans lequel une personne qui est l'emprunteur prend un bien qui ne lui appartient pas logiquement pour un usage auprès du propriétaire qui est le prêteur, à charge pour l'emprunteur de restituer la chose après usage. Donc, dans ce contrat, nous voyons quelques attributs du droit de la propriété qui ressortent. Dans le droit de la propriété, ou bien quand vous avez le droit de la propriété, vous avez le droit de jouir d'une chose, d'abuser de cette chose ou l'aliéner, et vous avez le droit, si vous voulez, de la détruire tel que vous le voulez. Mais quand vous prêtez, ou bien quand vous empruntez une chose, vous n'avez pas tous ces droits. Parce que le bien n'étant pas votre propriété, là, vous n'avez que le droit de jouissance à ce niveau. Vous n'avez pas le droit d'aliéner la chose, de la détruire ou de la vendre, parce que la chose n'est pas votre propriété.
mais plutôt, vous avez que le droit de jouir de la chose. Donc, c'est en sens que le contrat de prêt est un contrat complexe au niveau des parties. Donc, quels sont les droits de l'emprunteur et ses obligations, et quels sont les droits et les obligations du prêteur? Chacune des parties, et l'emprunteur et le prêteur, ont tous des droits et des obligations dans le cadre du contrat de prêt. Alors, s'agissant de l'emprunteur, là, il y a 2 points qu'il faut préciser. Premièrement, c'est que l'emprunteur a le droit d'user de la chose telle que nous l'avons dit tout à l'heure, et il a également le droit au remboursement des dépenses. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous empruntez un bien quelconque, prenons l'exemple d'un véhicule. Quand vous empruntez un véhicule pour vous en servir, eh bien, vous avez le droit d'user de ce véhicule, de l'utiliser pour les besoins pour lesquels vous avez prêté ce véhicule. Ça, c'est un droit qui vous est reconnu de par les textes. Ça, c'est votre droit. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez des ressources pour entretenir ce bien? Il peut y avoir des cas où, pendant que vous utilisez ce bien, eh bien, d'autres réparations nécessaires et urgentes interviennent. Donc, à ce niveau, la loi précise que, et c'est précisément l'article 1890 du Code civil, qui dispose que l'emprunteur, donc la personne qui a prêté le bien, a le droit de se faire rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes faites pour la conservation de la chose. Par exemple, l'achat d'une pièce de rechange. Donc, une fois que vous utilisez peut-être que le bien il est en train de se gâter, ou bien il y a en tout cas un danger qu'encourt le bien, et que vous avez engagé des ressources pour entretenir, pour sauver ce bien, eh bien, le prêteur a l'obligation de vous faire rembourser les dépenses que... Bon, quand on regarde un peu en dehors de la loi, de la pratique quotidienne, ça ne passe pas. Comment vous allez prêter mon bien, et puis après vous me demandez, parce que vous avez réparé le bien, vous me demandez de vous faire rembourser? Dans la pratique habituelle, ça ne passe pas. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, eh bien, l'emprunteur, le prêteur est censé vous payer les frais que vous avez engagés pour la conservation de la chose. Je suis sûr, M. Hassan, si j'emprunte votre moto ou bien votre voiture et que je l'utilise, après je viens vous dire, M. Hassan, j'ai réparé telle chose ou bien j'ai fait telle chose sur votre... Logiquement, vous allez, mais lui, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Moi, je vous donne mon bien. Donc, naturellement, dans la société, ce sont ces conceptions. Mais juridiquement, quand vous engagez des ressources, le prêteur est censé vous rembourser les frais. Mais attention, je ne suis pas en train de parler puisqu'il y a aussi un point très important qui est celui de la responsabilité. En droit, dans le Code civil, je crois que c'est l'article 1382 qui traite du régime de la responsabilité. Il dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1382, je pense, du Code civil. Donc, en ce sens, si en utilisant ce bien, vous causez un tort ou vous abîmez le bien, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez causé. Mais ici, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, ce n'est pas votre responsabilité à vous. C'est des actions que vous avez engagées pour sauver justement ce bien, pour la conservation de ce bien. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Si c'est vous qui êtes... Par exemple, vous avez un accident de circulation, ben c'est vrai, il y a la question de l'assurance. Ou bien en roulant, vous avez cogné l'engin contre quelque chose, il y a eu quelques problèmes. Vous êtes tenu de les réparer. Ça, c'est différent du fait que vous avez constaté un danger imminent qui était déjà sur le véhicule ou bien sur l'objet prêté que vous avez réparé. Donc, en ce sens, vous avez le droit d'être remboursé par le prêteur de la chose qui demeure le titulaire des droits de propriété. Maintenant, quelles sont les obligations de l'emprunteur cette fois-ci? L'emprunteur a l'obligation de conserver et de restituer la chose
et engage sa responsabilité. S'agissant de l'obligation de restitution de la chose, puisque nous avons dit que vous êtes propriétaire et que le droit de propriété appartient au prêteur, donc logiquement, après avoir fini d'utiliser la chose, vous êtes tenu de restituer la chose empruntée au légitime propriétaire. Donc, l'emprunteur a, d'une part, l'obligation de restitution de la chose empruntée. Il y a également la question de sa responsabilité. Donc, l'emprunteur engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si vous avez convenu d'un délai, un délai de restitution, par exemple, vous avez prêté le véhicule pour 1 semaine. À terme échu, vous êtes tenu de restituer la chose pendant cette période. Si vous ne le faites pas, vous pouvez engager votre responsabilité contractuelle à l'égard du prêteur. Parce que peut-être ce retard peut lui causer un préjudice. Ouais. Donc vous engagez votre responsabilité. Tout comme vous pouvez engager votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. Si dans l'utilisation de ce bien, eh bien, vous commettez un dommage au tiers. Donc là, vous êtes tenu de réparer le préjudice que vous avez commis au tiers par l'usage de ce bien. Donc vous voyez que d'une part et d'autre, chacun a des droits et des obligations. Quand vous empruntez une chose pour votre usage, vous n'êtes pas propriétaire de la chose, mais vous avez le droit d'user de la chose. Dans l'usage de la chose, vous êtes obligé à la fin de l'usage de restituer la chose. Si vous avez engagé des ressources, l'emprunteur ou bien le prêteur est censé vous rembourser les frais engagés. Si vous commettez des dommages au tiers, vous engagez votre responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. En ce sens, vous êtes tenu de réparer, puisque la loi dit tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui oblige la personne par le biais duquel il est arrivé à le réparer. C'est le principe de la responsabilité. Voilà ce que je peux vous dire sur le contrat de prêt. Je vous remercie.